Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Nos amis de MecPro, il ne faut jamais les oublier. Alors, quand vient le temps d'entretenir ou de réparer un camion lourd, chaque minute compte. Donc, ça coûte cher, on s'entend. C'est pourquoi chez MecPro, nous avons mis en place un système d'approvisionnement prioritaire en pièces grâce à notre affiliation directe avec MacPec. Bien, concrètement, là, ce que ça veut dire, c'est que pour les membres qui passent, c'est leurs membres, dans le fond, qui passent en priorité pour recevoir les pièces dont ils ont besoin. Résultat, bien, écoutez, moins d'attente, moins d'imprévus et un retour sur la route beaucoup plus rapide. Que ce soit pour une pièce courante ou spécialisée, les ateliers peuvent compter sur une chaîne d'approvisionnement solide, puis je vous le dis, je l'ai déjà vu, effectivement, et efficace, conçue spécialement pour répondre aux besoins du camionnage. Je suis en train de rire, il y a comme une bataille de chiens à côté de moi, c'est très drôle. Avec MecPro, vous profitez d'un réseau solide, d'une expertise reconnue et un service client hors pair, parce que sur la route, chaque minute compte. MecPro, c'est votre allié pour garder vos camions en mouvement, et on sera en podcast avec eux incessamment. J'arrête ça avant que le chien me mord. Dans quelques secondes, je vous parle de ce podcast-là parce qu'on va avoir beaucoup de choses à se raconter. Juste dire merci à nos commanditaires qui, sans eux, il n'y aurait pas de podcast. Vraiment un gros merci. Laissez-moi quelques minutes pour vous en parler. Je suis présentement dehors, je suis à Vancouver, je relaxe. J'attends mon voyage de retour qui va se faire dans l'État de Washington. Alors, vous savez, Gordon Service Alimentaire, ce sont avec nous des commanditaires depuis très longtemps au podcast. Donc, ils ont des postes en vedette, chauffeur classe 1 à Boucherville, plusieurs horaires disponibles. Horaire de 4 jours, semaine, lundi, mardi, vendredi, samedi. Horaire de jour du mardi au samedi, horaire de soir lundi au vendredi et horaire de soir dimanche au jeudi. Chauffeur classe 1, également à Chicoutimi avec un bonnet de rétention de 10 000 avec un horaire de jour du lundi au vendredi. Et on cherche un livreur classe 1 à Rivière-du-Loup, bonnet de rétention de 10 000 horaire de jour lundi au vendredi. Recrutement commercial gfs.com, section carrière sur gfs.ca, section carrière et On the Road de Québec. Donc, vous avez section emploi et l'application également. Bon, ce podcast-là, il est exceptionnel. Non, pour vrai, je suis avec Guillaume Lavoie de la chaire Raoul d'Endurant. Guillaume, qui est un ami. Puis, on a pris le temps de partir ensemble en camion. On est parti de Joliette, on s'est rendu jusqu'à Saint-Eugène en Ontario pour faire un switch de trailer dans la boîte. Par la suite, on a descendu la 417, la 17, la 11, la 17, la 11, la 17, la 11. Mais, au début, on l'avait facile parce qu'il faisait beau. Puis, à un moment donné, la température s'est un peu dégradée. Pas autant qu'on peut voir des fois là, quand ça dégrade pour vrai. Non, ça a dégradé, mais entre vous et moi, on a vu pire que ça. Mais quand même, on était capable de voir certains trucs, certaines problématiques sur les routes. Puis, c'était intéressant. Je veux saluer 2 commanditaires qui vont arriver à partir de juillet. Avant à partir de mai. 2 nouveaux commanditaires pour ce podcast-là. Alors, les commanditaires qui s'en viennent avec nous, c'est le groupe Kenworth Montréal. Donc, ils vont être partenaires du show, du podcast du mercredi. Je veux remercier toute l'équipe de groupe Kenworth Montréal. Ça fait plusieurs choses qu'on fait ensemble, qu'on travaille ensemble. On n'a pas fini. Ils embarquent dans l'équipe de On the Road Québec pour venir développer. N'oubliez pas, sans commanditaires, pas de podcast. C'est la clé. Par la suite, il y a également Bédard Ressources Humaines. Donc, je remercie Jonathan Parent et toute l'équipe de sa confiance, de leur confiance. Ça commence début mai. On va avoir plusieurs projets avec eux, des podcasts qui vont vous intéresser naturellement. Est-ce que vous allez aller du côté de Truck World? Nous, on va être là. Moi, Carl, on va avoir nos conjointes avec nous. On va arriver mercredi, devrait repartir dimanche. Dimanche, on a quelques trucs à faire également en Ontario pour des clients. On va être là. On va être permanent au kiosque de Total Energy. Puis si je ne me trompe pas, dans mes notes ici, j'ai le kiosque de Total Energy. On va être là avec Rima et toute son équipe pour ces 3 jours-là complets. On a très hâte de vous rencontrer. Je sais qu'il y a des gens qui vont descendre du Québec pour venir faire un tour, pour venir voir tout le monde. On est très content de pouvoir être avec vous. Puis, pour ce qui est de Total Energy, j'ai ça ici. Donc, on sera au kiosque 1034 avec Total Energy. Donc, kiosque 1034.
On va être également au kiosque excusez le bruit, au kiosque de GSH Mac Volvo et on va être aussi au kiosque de Canvec et également de EVA. Donc, suivez-nous sur les médias sociaux pour voir à quel endroit on sera pendant ces 3 jours-là. On va avoir des belles entrevues, on va avoir du beau stock pour vous. On est très, très fiers de pouvoir avoir un média du Québec avec là. Donc, on est content de pouvoir être avec toute l'équipe là-bas de Truck World. Je tiens à remercier toute l'équipe en place pour l'invitation. Puis, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir avec l'équipe. Je termine en saluant donc l'ensemble de nos partenaires, que ce soit Total Énergie qui sont là depuis le début. Alors, je veux remercier également l'équipe du Salon d'emploi du transport routier. C'est un peu nous autres, mais quand même, je veux dire, il y a une équipe derrière ça qui travaille fort avec nous. Aussi, MECPRO. Donc, MECPRO, qui sont là depuis le début avec nous. Alors, on est très contents et merci Bédard Ressources Humaines et Groupe Kenworth Montréal. Bon podcast. Merci d'écouter cette émission. Vous allez voir, c'est assez spécial. Aujourd'hui, je suis au volant d'un Mack Pioneer 2026, gracieuseté de l'entreprise GSH Mac Volvo, et je suis au volant de l'entreprise DAM Freight System DFS qui font du team à travers l'Amérique du Nord, donc transport en équipe pour vous ramener des produits frais 24 heures sur 24, je pourrais dire. Et il y a quelques postes de chauffeurs solo. Moi, je vais vous le dire, c'est une exception d'être en solo parce que c'est très rare avec DFS qu'on peut se rendre à Vancouver seul. Puis je vous expliquerai dans un autre podcast éventuellement pourquoi. Il y a la fraîcheur des produits. Bref, ce que je transporte présentement pouvait se permettre le 4 jours de route. Et ce que je vais ramener, et j'ignore encore ce que je vais ramener à Montréal ou à Québec, va pouvoir se transporter également en 4 jours. Donc ça, c'est un dossier réglé, mais je voulais quand même les remercier. La raison pourquoi je suis en camion, et je vais vous présenter mon invité dans quelques secondes. Je vais vous dire présentement où je suis. Je suis dans le nord de vraiment dans le nord de l'Ontario, sur la route 17. En date, on a fait la 11, la 17, la 11-17. On les a toutes faites en ordre, dans l'ordre que vous voulez. On a traversé l'Ontario. On va être sur le point d'arriver pendant cette émission-là à Dryden en Ontario, qui est à peu près à 2h30 du Manitoba, donc à 3 heures maximum de Winnipeg. Et on a traversé du beau temps, mais hier, ça s'était un peu gâté. Là, je vais vous présenter mon invité que vous connaissez parce qu'il est déjà venu souvent à notre émission. On peut l'entendre sur plusieurs réseaux également, à la télé et à la radio, dans d'autres podcasts. Il s'appelle Guillaume Lavoie. Salut Guillaume. Bonjour Francis. Guillaume, si je peux te présenter, parce que j'ai de la misère à te présenter. Ouais, moi aussi. Je te vois partout. Moi aussi, j'ai de la misère. Chercheur, parce que moi, je te vois comme chercheur depuis 4 jours. Là, donc, oui, bien, chercheur dans le sens de cherche à comprendre. Ça, oui. Oui. Moi, je suis un entrepreneur en politique publique, un vulgarisateur. J'ai plusieurs passions. Là où on me voit le plus, c'est souvent quand je vais parler de politique américaine, de politique internationale, à cause de mon affiliation avec la chaire Raoul d'Endurant. Oui. C'est ça qui m'amène souvent sur différentes stations de radio ou télé. Mais à mon cœur, moi, je suis un produit de relations industrielles. Puis relations industrielles, c'est d'essayer de comprendre le monde par plein de perspectives différentes. Alors moi, tout me passionne en général. Je veux comprendre. Et quand je vois quelque chose d'important, comme le camionnage, dont j'ignorais tout, ben je me disais, est-ce qu'il y a une manière de me rapprocher du niveau de l'asphalte pour mieux le comprendre? Mon approche à moi a toujours été l'osmose. Donc, par exemple, quand j'ai été à un moment donné dans le municipal, ben j'ai fait tous les jobs de col bleu pendant une journée, chacune. Quand je voulais comprendre le Nunavik, ben je voulais comprendre le transport pour approvisionner le Nunavik, fait que je suis monté au Nunavik en cargo. Mm-hmm. Puis là, ben je voulais depuis longtemps comprendre le transport routier, le camionnage. Et puis probablement que ça fait au moins 2 ou 3 ans que je vous travaille au corps pour faire un ride-along. Oui. Et puis bon, ben ça a fini par fonctionner. Là. Est-ce que, en ce moment, en fait, on va avoir le temps de parler en masse, mais si je te pose la question vraiment directe, là, quelles sont tes premières impressions? Tu sais, on parlera du camion tantôt, mais du transport en général. Qu'est-ce que tu as compris ou qu'est-ce que tu veux peut-être pousser encore plus ta compréhension dans les prochaines semaines? C'est un gros monde, là. C'est un monde qui est... Oui, bien d'abord, je pense que j'ai plusieurs impressions. Là, je mets ça un peu là, ensemble là, sur le fly. D'abord, c'est un géant invisible.
moi, je me suis beaucoup intéressé au monde maritime, par exemple. Oui. Je disais, faites un 360 là, dans votre maison là, ou au travail, faites un 360 degrés et 85% de ce que vous allez voir est passé dans un conteneur. Mais si vous faites le même exercice chez vous, au bureau, ailleurs, 100% de ce que vous voyez est passé dans un camion. Et je vais essayer de prendre un parallèle ou une analogie biologique, là, comme le corps humain. Ben, le camion, c'est les globules rouges du corps économique. Et ce qui est surprenant, c'est à quel point on est dépendant, notre monde moderne est construit sur le fait de pouvoir marier des producteurs et des consommateurs, des commerces et des usines par le camionnage. Ouais. Et comme on le voit pas beaucoup, ben, par exemple, une des choses que j'ai voulu savoir tout de suite, c'est au Québec, c'est combien d'entreprises, ne serait-ce qu'au Québec, c'est combien de camions, c'est combien de gens. Et là, ce sont des chiffres qui font tourner les têtes parce que c'est gigantesque. Et si, par exemple, tu veux dire, ben, OK, s'il n'y avait pas de camionnage demain matin, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que les entreprises ferment, ça veut dire que les épiceries sont vides, ça veut dire que je suis plus capable d'expédier ma marchandise. Puis là, nous, on est dans un truc qui est assez surprenant. D'ailleurs, quand je racontais ça aux gens autour de moi, Ouais. ils étaient agréablement surpris et agréablement surpris. On s'en va passer. Le Canada central est une superpuissance laitière, mais là, on part porter des produits laitiers à un Costco à Vancouver. Exact, c'est surprenant. Hein? Mais on pense pas à ça quand on est chez Costco, que tout ce qu'il y a sur les tablettes est arrivé par camion. Ouais. Puis hier, on était au restaurant, mangeait une salade, Ouais. et là, bien évidemment, on est au mois de mars-avril. La salade, elle pousse pas nulle part au Canada. Elle était Fait qu'elle est fraîche. arrivée en camion quelque part. Ouais. Et là, soudainement, on se rend compte que c'est pas seulement l'industrie. Et une des choses qui m'a beaucoup surpris, puis après j'arrête là, c'est combien il y a de la technologie dans le mélange pour rendre les transports de plus en plus efficaces, pour contrôler les vitesses, les durées de trajet, marier, faire un dispatch de plus en plus efficace, favoriser le ramassage, le moins de kilomètres perdus, le moins de pieds cubes perdus. Puis là, bien évidemment, comme moi, tout est dans tout, mais la guerre en Iran là-dedans, puis l'impact sur le carburant, bien, ça renforce ma philosophie générale qui est que ailleurs, c'est ici. Exact. Alors, c'est un peu ça. Tu as été de plusieurs publications dans ton trip. Puis là, je vous le dis tout de suite, si vous entendez des clignotants, vous entendez du bruit, on a des micro-cravates. Je suis au volant de mon camion, je tiens à vous dire, j'ai les deux mains sur le volant. Ça se passe super bien. C'est comme si on parlait. C'est vrai, je confirme. Deux Merci. mains sur le volant. Parfait. Donc, c'est pour ça un peu. En fait, je voulais faire ce podcast-là pour vous faire vraiment vivre ce que Guillaume vit depuis presque 3 jours. Mais moi, même moi, en répondant à toutes les questions depuis 3 jours, je me suis rendu compte que l'industrie, je la connaissais, mais peut-être que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre et à connaître. La preuve, c'est qu'on a fait à peu près peut-être une dizaine d'appels depuis 2 jours. On a parlé à des propriétaires d'entreprises, à des camionneurs. On a parlé avec des camionneurs, des entrepreneurs. On a parlé avec une jeune femme hier, dans la mi-trentaine. Elle nous parlait de son problème d'avoir des camionneurs fiables, mais également des problèmes à avoir des gens du gouvernement fiables aussi dans les réponses qu'elle cherchait. Moi, ce que j'étais content, c'est que tu t'aperçoives aussi que le transport, c'est effectivement, je trouve que ton analogie est parfaite avec tes globules, mais on parlait avec Daniel Bérard, président fondateur de DFS. Lui, il l'a dit, on a présentement une industrie qui a un cancer qui peut se guérir, mais tu le vois que les traitements de chimio sont... Oui, puis... je ne sais pas si sont adéquats, mais c'est difficile. Là. Ben, juste quelques observations. D'abord, sur la réglementation, là, puis il y a un côté fâchant, là, parce que beaucoup des réglementations pourraient viser, appelons ça, là, la qualité de vie au travail, etc. Ouais. Mais là, je n'irai pas sur ce point-là. Je vais aller sur la sécurité. Oui. Et je commence par des choses de base, là. Comme quand tu m'expliques que pour faire le plein, à certains endroits, il faut que ce soit un réservoir avant l'autre. D'autres endroits, c'est les deux en même temps. Je suis pas un expert de ça du tout. Mais je suis incapable de reconnaître que remplir les réservoirs est plus dangereux dans une province que dans l'autre. Alors, cette idée qu'il y ait autant de divergences d'une province à l'autre sur des choses qui, à la fin, c'est le même camion, c'est la même asphalte, c'est le même essence,
bien, ça justifie pas d'avoir des réglementations aussi divergentes. Puis pourquoi ça dérange? C'est parce qu'à chaque divergence, c'est de la complexité, puis la complexité, c'est des coûts. Exact. C'est l'argent. Je vais te donner l'exemple frappant, Guillaume, si tu me permets, OK? Québec, reste du Canada, États-Unis. L'exemple est là. Au Québec, pour les gens qui nous écoutent, là, vous n'êtes pas des camionneurs. Nous, on fait notre plein, là. On met notre carte, on met on met l'essence dans le véhicule. Il y a une tank. Ça se passe quand même assez bien. Un camion, la plupart des gros camions, a 2 gros réservoirs, même 3 si on compte la remorque. Au Québec, c'est un réservoir à la fois et on doit garder notre main sur le réservoir parce qu'on ne peut pas mettre, tu sais, la petite clenche qui fait que... Oui, comme il y avait avant partout, là. Partout, exact. Pourquoi? Peut-être parce que Francis, en 93, fait partie des 30 personnes qui ont fait un déversement X. Beaucoup de bureaucrates au Québec. Je pense que je t'apprends rien. Au Canada, un petit peu mieux. On peut faire un réservoir à la fois. La clenche est là. On peut se permettre de faire des rondes de sécurité sur notre camion, se promener, vérifier les pneus, tout ça. Aux États-Unis, il n'y en a pas de problème. Le transport, c'est le nerf de la guerre. Tout doit se faire fast and quick. Donc, en même temps, on les part. Ils vont arrêter au bon moment. Puis, on fait nos trucs, puis on revient, ça va plus vite. Mais tout est dans l'argent, tout est dans le coût, tout est dans le temps. Oui, puis ça, c'est quelque chose que bien des gouvernements comprennent mal. C'est que, en fait, Bernard Landry disait autrefois, trop d'impôts tue l'impôt. Il a raison. Des fois, c'est qu'on oublie que trop de formulaires tue l'entreprise. Ouais. Et ici, c'est pas une thèse libertarienne, là. Je veux qu'on m'entende bien, là. C'est pas, il faut pas qu'il y ait de règlement, puis toute loi est mauvaise, puis tout formulaire est ridicule. C'est, il faut qu'il soit écrit avec l'idée que ça, à l'autre bout, là, plus il est complexe, plus ça défavorise les plus petits joueurs. Exact. Plus il est complexe, plus ça augmente les coûts pour les consommateurs au général. Oui. Mais plus l'environnement réglementaire est complexe, plus je suis en train de m'arranger pour qu'il n'y ait que des gros joueurs. Et donc, moins de concurrence, moins d'entrepreneuriat. Et ça, il faut que ça fasse partie de la réflexion. Puis à la limite, j'ai envie de dire que de remplir un réservoir à la fois ou les deux en même temps, ce qui me choque le plus, c'est qu'on puisse arriver à 2 réponses différentes. Oui. Parce que si la réflexion est une réflexion de sécurité, ben là, il faut que ce soit la même réponse partout. Oui. Alors là-dessus, une des faiblesses du Canada en général, du Canada fédéral, c'est le manque de coordination entre les unités fédérées. Mais ça, il devrait y avoir une table, pas une table fédérale, mais une table interprovinciale pour dire, oublions les choses très, très crunchy comme les aspects linguistiques, mais sur les aspects mécaniques et sécuritaires, puisque c'est les mêmes camions, il faut harmoniser au plus possible. Oui, tout à fait. Puis, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission, mais tu as été témoin de plusieurs trucs, plusieurs événements, tu sais, au niveau de la météo, mais au niveau des appels qu'on a fait. Puis moi, j'étais très content. Je vais vous dire, je vais vous faire une nomenclature, là. Pour ceux qui connaissent un peu l'industrie du transport, on a eu la chance de parler avec Sébastien Roy, qui est directeur adjoint du CFTR. Ça, c'est l'équivalent de ce que vous avez à Québec, le CFTC. Donc, c'est le CFTR un peu de Trois-Rivières vers le nord, où c'est 2 centres. C'est un CFT, un centre de formation professionnelle. Puis, on a parlé avec Steve Bourgeois de la RPQ. On a parlé avec des propriétaires d'entreprises, des propriétaires de concessions. Puis, chaque personne à qui on a parlé, on est arrivé au même constat. Personne ne se parle dans l'industrie. Mais on dirait que nous, on se parle, les propriétaires d'entreprises se parlent, mais les associations, des fois, n'écoutent que certaines personnes, puis ne s'écoutent pas. Moi, j'ai l'impression des fois qu'on ne parle pas dans le vide, mais j'ai l'impression que les enjeux ne seront pas réglés de sitôt parce que personne ne prend le temps de se parler. Oui, puis là-dessus, disons, il y a 2 enjeux. Moi, je viens pas du monde du camionnage, peut-être je me trompe, mais il y a des enjeux propres aux membres d'une industrie, puis il y a des enjeux qui vont toucher la population en général. Donc, on parlait tout à l'heure de remplir les réservoirs. La population en général, Dieu merci, n'est pas au courant de ça, puis il y a d'autres préoccupations. Là. Ouais. C'est pas ça. Ça, c'est que les gens de l'industrie que ça va intéresser parce que c'est ça qu'ils vivent. Par contre, quand on parle, par exemple, des centres de formation professionnelle, pour moi, il est là la clé. Joe Public et l'État ont une obligation de favoriser des mesures pour la sécurité du public en général. Mais là, si je décide que pour opérer un véhicule de tourisme, donc une voiture ordinaire, la mienne, la vôtre,
ça prend tel type de formation, ben il faut que ce soit ça pour tout le monde. Pour tout le monde, uniforme. Ça pourrait pas être différent parce que moi, je suis né ici, puis un autre est né ailleurs. Même chose. Si on décide que pour opérer un camion qui pèse quoi, là, 30 tonnes à peu près, sur une voie publique, et ça va rouler à 90 km/h à travers d'autres choses, sans parler des actes de braquage, des angles morts, du virage, quand ça rentre dans les villes avec multiples utilisateurs, ben, déterminons c'est quoi le nombre d'heures que ça prend pour contribuer à la sécurité du public. Mais après ça, il peut pas y avoir moins. Si c'est ça le standard, c'est ça. Et pour moi, ce qui m'a le plus surpris, choqué, c'est qu'il puisse y avoir des standards différents sur le nombre d'heures de formation, par exemple. Ouais. Et là, là-dessus, moi, je serais sans aucun espèce de compromis. Et je pense que ce qui va aller chercher les gouvernements puis le public en général, c'est sur l'aspect de sécurité. Bon, là, tu m'amènes à un point qui... premièrement, je ne sais pas si tu le savais, mais les DEP qu'on a au Québec, c'est unique au Québec. Il n'y en a pas ailleurs en Ontario, au Manitoba. C'est vraiment le système DEP dans le transport est unique à nous. Puis il y a beaucoup de provinces, beaucoup d'États américains qui sont venus voir des directeurs d'école, des commissions scolaires pour en apprendre un peu plus sur ce système-là qui n'est pas parfait, mais qui est pour moi, moi je l'ai fait. J'ai fait mon 615 heures, puis sans ça, moi je sortais des bureaux. J'étais dans un 911, je veux dire, j'avais aucune idée. Moi, je me lançais dans le vide, comme plusieurs dans cette industrie-là qui commence. C'était pratique. L'autre chose, par rapport à ça, c'est qu'étant donné que c'est unique, bien, peut-être que les gens vont devoir peut-être plus se parler, mais moi, ce qui me dérange dans tout ça, puis ça va nous amener vers l'autre sujet qui, selon moi, est la clé de cette émission-là, parce qu'on est vraiment dans le nord de l'Ontario, c'est que oui, il y a un enjeu important. On en a parlé en long et en large, on n'a pas fini d'en parler, c'est-à-dire le stratagème des chauffeurs Inc. Oui. Bon, chauffeur à rabais. Oui, OK, mais j'en reviens pas que toi, en claquant des doigts, tu as tout de suite frappé sur le bobo en disant le système des chauffeurs à rabais, les chauffeurs Inc., bon, côté fiscalité, il va toujours y en avoir probablement. Ça ne pourra peut-être pas changer. Mais pourquoi que nos associations, ou pourquoi on ne fait uniquement pas sur ce qui est l'enjeu majeur présentement, c'est-à-dire la crise, la sécurité. Puis tu as été le meilleur public. La route, là, je vous parle présentement, là, on enregistre ça parce qu'on n'est pas en direct. Il fait beau, là. Il est 9 h, il est 10 h le matin. On est à 3 h de Winnipeg, 4 h. C'est le plein soleil. Puis hier, j'étais déçu. Il faisait trop beau. Ça se passait trop bien pour toi, Guillaume. Puis dans le secteur de Thunder Bay, bang, la tempête. Et là, tu as vu l'aspect. Oui, parce que l'autoroute, d'abord. C'est là que je veux t'entendre. Oui, bien d'abord, tu vois vraiment combien l'autoroute se met à rétrécir dans le temps de le dire. Oui. Et là, ben, quand tu as des camions des deux côtés, tu as un peu plus chaud. Oui. Là-dessus, juste pour vous donner la perspective j'ai envie de dire, des civils, moi, je sais que la Trans-Canada, elle existe. Oui. Dans ma tête, ma conception non informée, qui doit être celle de 90% des Canadiens, c'est un aménagement exactement comme celui entre Québec et Montréal. Oui, exact. Donc, deux voies séparées par un médium important. Quand tu arrives dans le nord de l'Ontario, puis que ça s'appelle la Trans-Canada Highway, j'ai envie de dire Highway not so much. Mm-hmm. C'est une route de campagne, là. Et ça m'inquiète. Puis là-dessus, moi, j'ai fait un peu de temps municipal. Il y avait cette marotte où on disait les bons aménagements induisent les bons comportements. Et il n'y a pas de mauvaise route ou de bonne route. Il y a que ce qui répond au cahier de charge. Si j'avais aujourd'hui à décider une route qui vise à être la colonne vertébrale est-ouest d'un pays du G7, avec du camionnage comme étant son principal utilisateur, je ne ferais pas une route simple, séparée par une ligne jaune. Ça fait pas de sens. En plus, du moins en Ontario. En plus, un pays avec 4 saisons, dans le nord de l'Ontario, où même la couverture cellulaire est chambranlante, il n'y a rien là-dedans qui m'apparaît, au nom de la sécurité publique, la meilleure option. Oui, effectivement. Là, je suis pas dans la vitesse de transport, dans l'impact économique, de pouvoir bouger nos biens et services plus rapidement. Au plan de la sécurité, puisque c'est une voie publique que monsieur, madame, tout le monde peut aussi emprunter, ce n'est pas une bonne décision. Ça me rappelait, moi je suis un Bleuet, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça me rappelait la route du parc quand j'étais petit.
avant qu'il la refasse. Oui, exact. Qu'il l'étire pour enlever les courbes, qu'il en fasse un 2 voies, 2 voies. Moi, j'ai grandi dans un monde où tu prenais la route du parc, ta famille prenait un moment pour te dire que, tu sais, sois très prudent. Ouais. Puis appelle-moi rendu de l'autre côté. Oui. Et tu vois dans les commentaires ceux qui sont plus habitués de faire cette route-là, qui ont les mêmes réflexes. Mais aujourd'hui, c'est une route magnifique et infiniment plus sécuritaire Oui. à cause des aménagements. Oui. Alors, ça m'a surpris. Puis là-dessus, peut-être, moi, je viens du monde de relations industrielles. L'enjeu de indépendant salarié ou salarié non salarié, ça, là, moi, j'ai étudié à la fin des années 90, c'était mes questions d'examen. Là. C'est loin d'être nouveau. Puis le jugement de la Cour là-dessus est loin d'être nouveau. Mais ça m'apparaît le terrier de lapin, parce que c'est très complexe, puis il y a des nuances de gris entre les deux, et Ouais. l'avenir, de toute façon, le monde de relations industrielles qui est le nôtre, est binaire. C'est-à-dire salarié ou non salarié. L'avenir va avoir de plus en plus de travailleurs autonomes plus, de gens un peu entre les deux, dans le flou. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont illégaux en Non, soi. non. Mais ça veut dire que ce débat-là est un débat très complexe, flou, pas tête d'arrière-garde, mais en plus pour lequel il n'y a pas de réponse rapide et claire et efficace. C'est pour ça que pour moi, la poignée qui est la plus simple à comprendre, à expliquer et sur laquelle agir tout de suite, c'est l'aspect de la sécurité sur lequel il ne peut pas y avoir de débat. Exact. Tu es formé ou tu ne l'es pas. Oui. Tu es qualifié ou tu ne l'es pas. Oui. Et ça me paraît, là, quand tu joues avec des enjeux de sécurité, bien, à un moment donné, la meilleure solution est la meilleure, mais la meilleure solution dans 20 ans est la pire. Ça t'en prend une tout de suite. C'est juste avant d'aller à la pause, il nous reste quelques minutes avant la deuxième partie. Puis la deuxième partie, c'est intéressant, on va être à Dryden. Petite ville, j'arrête pas de dire petite ville depuis, c'est pas mal ça. On a vu des villages, là. Là, on est vers à 2 heures du Manitoba, mais c'est quand même commercial beaucoup, là. J'ai été à plusieurs endroits dans le monde, j'ai pas à t'apprendre rien, mais quelque chose que tu ne savais pas ou tu as su, c'est que le Canada était séparé en deux par un unique pont, donc à Nipigon, Oui, et là, qui sépare, qui coupe le Canada en deux tout simplement. Et ce pont-là, il 10 ans, il y a eu un problème avec le tablier qui a fait que les compagnies de transport ont dû passer par les États. Ça a été un bordel total. mais ça fait partie de ce que j'appelle les surprises éclairantes. Ouais. Puis sinon, ce qui devient des colères mobilisatrices. Tu résumes ça, là. Êtes-vous en train de me dire que l'économie du Canada tient à un pont? Oui. On ne tolérerait pas ça nulle part. Nulle part. Mais souvent, l'ennemi d'un problème n'est pas la difficulté de la solution, il est du fait que personne ne sait que le problème existe. Tu sais, le classique, un arbre qui tombe dans une forêt où il n'y a personne, est-ce que ça fait du bruit? Ou pas, on ne sait pas. Tu sais, Ouais. moi, non seulement je savais pas qu'il y avait juste un pont, je savais même pas que cette route-là était la transcanadienne. Puis là, ben, j'admets mon ignorance, mais c'est pas vrai que c'est ça qui me réveille le matin quand je me lève. Ben non, exact. Alors, là, ben, il y a un bout où c'est un beau cas où, ici, c'est l'industrie qui est capable, qui le sait et qui peut me l'expliquer, Ouais. mais ça concerne infiniment plus que la mécanique de l'industrie. Donc, il y a Ouais. des enjeux de l'industrie qui touchent ses membres et ses praticiens, ses travailleurs, ses entreprises. Puis il y a des enjeux de l'industrie qui ont un impact direct sur la population en général. Puis c'est là que ça prend un porte-parole ou un discours de l'industrie qui parle au monde pour des choses qui ne sont pas que de la régie interne. Tu sais, je veux pas te mouiller, mais moi, je vais te donner mon avis avant d'aller à la pause. On arrive à Drive. J'ai jamais fait une émission de radio ou un podcast en disant on revient en arrivant dans telle ville. C'est nouveau. Merci de votre indulgence. Tu m'amènes à un point, je trouve ça très intéressant. Au Québec, il y a l'Association du camionnage du Québec qui représente ses membres qui sont appelés à commenter plusieurs trucs. Moi, je vais me mouiller, j'ai pas peur. De toute façon, je prends mon premier barbecue avec eux, apparemment. Mais ça prend autre chose pour parler aux gens. En fait, c'est pas autre chose que l'ACQ, c'est pas ça que je veux dire, mais ça prend des voix différentes parce qu'il doit y avoir des personnes au Québec, je vais parler du Québec, là, il doit y avoir des gens au Québec qui doivent se lever et qui doivent être entendus parce que, quand même qu'il y ait l'ACQ qui apparaît dans 37 millions de médias, on n'apprend rien qui se passe dans le transport en général.
Ça prend quelqu'un comme toi qui s'assoit dans mon camion. Je suis certain que ça va faire des petits. Il va y avoir à peu près 300 journalistes qui vont vouloir faire la même ride. Oui, alors on s'excuse auprès des autres chauffeurs. Exact. Mais, c'est ça, préparez-vous. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec le camionnage. Dans mon travail, j'ai à interagir avec un paquet d'industries différentes. Oui. Bon, d'un naturel curieux, moi, si on m'invite dans une usine, je suis à la porte le lendemain. Et il y a à peu près un mois de ça, j'ai été appelé pour aller travailler avec l'industrie du caoutchouc. Oui, ah oui. Et mon réflexe était, quelle industrie du caoutchouc? Je suis sûr qu'on en achète au Québec, mais il n'y a pas d'industrie du caoutchouc au Québec, là. Ce que j'en sais, c'est que le latex vient d'arbres qui poussent dans des pays où il fait chaud, là. Fait que, passons à un autre appel. Merci, bonsoir. Et eux de me dire, saviez-vous qu'au Québec, il y a une filière du caoutchouc? Là, je dis non, mais je suis pas encore convaincu. Et je vais vous donner 2 chiffres. Le caoutchouc au Québec, c'est 83 entreprises et 6 000 jobs. Mm-hmm. Ça, j'ai pas besoin de savoir la formule chimique du caoutchouc, mais ça vient complètement transformer ma perspective. Moi, je sais, venant du Saguenay-Lac-Saint-Jean, que l'aluminium, ça existe. Mais c'est là, j'ai grandi là-dedans. C'est sur mon disque dur pour toujours. Ouais. Ça m'habite. Et il y a 3 boîtes dans la vie, là. Il y a les choses qu'on sait, donc l'aluminium pour moi, par exemple. Il y a les choses qu'on sait pas. Bon, par exemple, avant, ben là, maintenant, je suis pas un expert du caoutchouc, mais je sais que ça existe. Oui, exact. Puis il y a les choses qu'on sait pas. Et pour moi, c'est la boîte dangereuse. Et si une industrie se retrouve dans cette boîte-là, dans la tête de la population en général, tu sais, les gens ont aucune idée de la présence ou de l'importance des camions pour le quotidien, que leur quotidien fonctionne. Mm-hmm. Alors, c'est pour moi le grand défi, puis un beau défi, expliquer qui on est. Et moi, c'est toujours le message que j'ai, il faut jamais surestimer le savoir des élus. Puis ici, tout de suite, là, je veux pas dire que les élus sont stupides, c'est pas ça du tout. On sait ce qu'on sait. Si demain matin, moi, j'étais élu, j'ai pas besoin de me faire expliquer c'est quoi l'aluminium, ce que ça implique, les syndicats qui sont là-dedans, les enjeux, les intrants, les clients. Mais est-ce que tous les élus qui arrivent à l'Assemblée nationale ou au Parlement à Ottawa sont connaissants du camionnage? Mon pari, c'est non. La bonne nouvelle, c'est vous avez votre cible tout écrite d'avance. Tous les attachés politiques devraient avoir une exposition, être une expérimentation de camionnage 101. Ouais. Les journalistes et les recherchistes. Pour que, mon père me disait toujours, Francis, j'arrête là, faut prendre le temps de faire les choses qui pressent pas pour avoir le temps de faire les choses qui pressent. Aujourd'hui, là, ce qu'on fait, ça presse pas dans le sens de... J'ai pas d'entrevue à faire là-dessus, mais plus tard, on sait pas comment ni pourquoi, mais ça va m'habiter. Ouais. Ça fait partie de moi. Ouais. Je vais en parler. Ben moi, je ferai la liste de tous ceux avec qui ça presse pas, puis je m'arrangerai pour que ça presse. Derrière moi, il y a plusieurs produits d'Ochrome Shop. C'est facile, c'est au 16 rang Saint-André, Napierville. Prenez l'autoroute 15, sortie 21, c'est en face des dragues de Napierville. Vous pouvez les appeler au 579-536-5979. C'est quoi ça? Ben, c'est la boutique Ochrome Shop. C'est le choix des pros pour un look impeccable. Vous avez du stock en masse, vous le voyez pendant qu'on se parle. Il y a des ventes de pièces de chrome, des produits nettoyants de polissage, des pièces générales de camions, des lumières, des klaxons, beaucoup d'équipements, de l'échappement, les vêtements. Il y a des produits de la gamme qu'on appelle On the Road Québec. Il y a des produits de toutes les marques de camions également. Il y a des camions, des modèles réduits, des casquettes, des plaques, tous les produits custom knobs qui sont là. Je pourrais faire le...
Écoutez, savez-vous c'est quoi le meilleur truc? C'est quand vous passez vers les douanes ou vous revenez des douanes sur l'autoroute 15 après de la colle, vous arrêtez, vous stationnez, venez voir Elisabeth ici, ça va être sur la coche, un traitement impeccable, puis vous partez heureux avec des produits ici même au Chrome Shop. Je répète l'adresse, 16 rang Saint-André, Napierville, on vous attend. Nous sommes de retour. Merci d'être là pour cette deuxième portion enregistrée à Dryden, en Ontario, dans le nord de l'Ontario. Ça a été des questions-réponses. Une petite partie de ping-pong entre moi et Guillaume. Je lui ai posé quelques questions. Il m'a posé quelques questions. Lors des questions qu'il m'a posées, c'est via un micro un peu moins fort, vous allez remarquer. Mais c'est quand même très, très bon. J'étais au volant en pleine tempête de mon camion. Alors, subtilement, vous allez entendre une petite voix un peu plus basse, mais c'est parce que j'étais vraiment au volant. Moi, je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il pensait des aires de repos des truck stops ici, dans le nord de l'Ontario? Et c'est le moindre dire, comme dirait Jean Lapierre, parce que j'ai été surpris, puis à la limite choqué, parce que bon, on a tous vécu comme automobilistes, tu sais, des fois t'arrêtes pour mettre de l'essence, puis tu trouves ça un peu glauque, que ça fait dur un peu, mais c'est pas ma vie, c'est pas mon quotidien. Alors, de voir que les relais routiers, ce sont des arrêts pour mettre de l'essence, des arrêts mieux-être, on pourrait dire comme ça, et que c'est pas... Moi, je m'attendais qu'il existe l'équivalent de ce qui serait, exemple, là, les vestiaires d'un gym privé très chic. Je pensais vraiment trouver ça quelque part. Et de voir que pour les camionneurs, ça n'existe pas, que l'industrie ne l'ait pas soit fait elle-même ou exigée, surtout considérant la taille de certaines entreprises canadiennes dans le marché là, des stations d'essence ou des dépanneurs. C'est un choc puis une certaine colère de voir que ça n'existe pas. Puis je me dis, dans la catégorie de conditions de travail, ça devrait faire partie de ça, un lieu propre, chaud, mais vraiment où tu as le goût de dire, je vais prendre ma douche ici. Puis de voir que c'est pas ça qui est au rendez-vous. Mais là, on tombe plus dans des mythes de mauvaise nourriture, endroits glauques, salubrité douteuse. Mais j'ai trouvé ça plus triste. Puis je pense que c'est quelque chose qui doit changer. Plus subtilement, dans la deuxième partie de sa réponse, je lui dis que ailleurs, dans plusieurs endroits d'Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, il existe des endroits qui sont un peu plus présentables, de qualité. Ben moi, j'avais vu ça. À un moment donné, j'avais vu un reportage en Australie. Où c'est vraiment du long cours. Ouais, puis t'arrêtes et ça a l'air comme d'un gymnase ou d'un vestiaire d'hôtel. C'est de ça que ça a l'air avec des casiers où t'as l'impression que t'es pas obligé pour prendre ta douche, de tout faire tenir en équilibre bizarroïde sur le lavabo. Et que c'est nettoyé à intervalles hyper réguliers. Ben, je me dis tant mieux. Si ça existe ailleurs, tant mieux. Au sens où être en retard, le seul avantage que ça confine, c'est que la voie du rattrapage est toute tracée. Maintenant, je pose la question à Guillaume. Je sais que tu vas m'en poser quelques-unes, mais toi, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas compris encore ou que tu aimerais développer davantage? Parce que c'est quand même un univers, le camionnage, surprenant. Il y a des choses aussi où je pense qu'il faut mieux comprendre ça. Par exemple, qui sont les chauffeurs de camions? Puis là, j'imagine qu'il y a autant de profils différents que de chauffeurs, mais par exemple, toi, c'est une deuxième carrière. Il y en a d'autres qui sont nés dans le diesel. Alors, est-ce que tu as un profil hors norme ou de plus en plus c'est ça qu'on voit? Comment se partage le groupe des camionneurs? Là? OK, si on prend une tarte complète, la plus grosse pointe, je pense qu'elle est encore au niveau des camionneurs qui font ça par passion. Il y en a encore. Il va en avoir tout le temps. De famille, de père en fils. Ça existe. Puis quand on dit père en fils, c'est pas nécessairement Francis Tremblay qui a une compagnie de transport puis son fils va prendre des fois, c'est dans des fermes, dans le milieu agricole, peu importe. Des gens qui ont parlé avec un Steve tantôt, puis moi, ben lui, il disait, à l'âge de 13 ans, j'étais derrière le volant. En tout cas, moi, il n'était pas sur l'autoroute. Donc, des gens qui sont nés proches et autour des camions. Oui, exact. Steve le dit pas souvent, mais Steve est américain. Donc, son père est un Québécois qui a été travaillé dans New Hampshire. Sûrement, je ne sais plus dans quelle usine, mais il était élevé aux États-Unis, donc c'est une autre mentalité. Arrive ici. Sinon, il y a des gens qui sont comme moi qui, en deuxième carrière, ont décidé de faire ça. Moi, je faisais du 9 à 5, j'étais épuisé, j'étais plus capable.
Fait que je me suis dit, je vais aller vivre l'aventure du transport. Moi, je pensais que le transport, c'était uniquement... Moi, je voulais faire du long cours. Je voulais vraiment faire aussi de la longue route. Moi, je m'attendais à partir en voyage tout le temps. OK. Liberté 55 à l'âge de 33 ans, mais payé. On me l'a bien vendu, parce qu'on me disait le transport, c'est comme être payé pour voyager. On me l'a vendu comme ça. Est-ce que c'est une vente honnête ou c'est pas tout à fait ça? C'est pas tout à fait ça. Dans mon cas, ça a été un petit peu ça. Je connais beaucoup de camionneurs qui le font encore, qui font de la longue route, qui sont encore émerveillés chaque matin quand ils se lèvent dans un endroit différent. J'en vois encore beaucoup. Comme je connais des camionneurs qui font exactement la même job que moi, que je respecte énormément, qui pour eux, chaque seconde perdue est de l'argent perdu. Mais ils sont professionnels, ils font ça à temps plein. Là. Une des choses que tu m'as expliqué, c'est qu'il y a du chauffeur long cours Oui. et ce que tu appelles le local, Oui. qu'on résumerait à tu couches chez toi tous les soirs. Local, régional, moi je mets ça en 3, OK? OK. Mais ça inclut plusieurs types de métiers. Si on parle juste en termes d'horaire, on va diviser ça en 3. Local, régional, longue distance. Local, peut-être plus ou moins un rayon de 160-200 km. Fait que ça, c'est le camion qui se stationne à l'épicerie, au dépanneur, au Canadian Tire. Revient le matin, part, admettons, du terminal, départ à 5 heures, de retour à 2 heures. Donc, il va faire le lien entre les gros centres de réception, Oui. souvent autour des aéroports, j'imagine, Oui. et qui va aller approvisionner ce qui est le plus proche presque de la tablette. Là. Exact. OK. Le régional, tu vas avoir, admettons, je vais nommer des noms, OK? Je pense à un André Denis qui vient de prendre sa retraite après 26-27 ans chez Provigo. OK. Lui faisait un peu de régional, c'est-à-dire qu'il partait, revenait souvent chez lui le soir, mais pouvait peut-être se rendre en Abitibi. OK. Donc, avec le même Provigo dans son trailer, peut-être coucher un soir sur la rue. Lui, je pense qu'il revenait tout le temps, mais un régional aussi, ça peut être partir à Rivière-du-Loup, revenir une journée et demie après, dans le domaine du régional. Sinon, ben, tu as les bons vieux départ le dimanche soir, de retour le vendredi matin. Donc, Départ le dimanche soir, de retour le vendredi matin. Est-ce que tu es en train de me dire que le long cours, ça, c'est ça? Oui, je l'appelle le longue distance. Puis la longue distance, c'est sur semaine? Ouais, oui, ou comme ce que je fais avec toi présentement, en solo, je pars environ 13 à 14 jours. Donc, les gens qui font du longue distance ont leur fin de semaine. Oui. Ah, mais ça me surprend, ça. Je pensais que tu étais sur la route Je te donne un exemple. presque tous les jours, peu En importe. fait, je te donne un exemple. Tu pars de Montréal, tu t'en vas livrer à Boston. Techniquement, tu pars à 9h le matin, tu peux même être chanceux, puis livrer à 4h30, 5h le soir. Là. Parce que Boston, c'est quasiment à la maison. Ça se passe quand même bien. Et tu peux revenir pratiquement le mardi soir ou le mercredi matin. Puis décider de repartir, tu as assez d'heures dans ta tranche de 70 heures, refaire le même trajet à la Boston puis revenir. Le vendredi, tu repars le dimanche soir ou lundi matin. C'est une longue distance qui est quand même payant, qui se fait bien, autrement dit. Tu as des crinqués comme moi, comme plusieurs, qui vont partir une semaine, 2 semaines. Il y en a qui vont partir 3 semaines, il y en a qui vont partir un mois, il y en a qui vont partir 3 mois, et il y en a qui vont partir longtemps. Là. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Enfin, voici comme 2 questions. Là. Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le longue distance? Puis qu'est-ce qui est, ça vient avec, mais ça, c'est plus difficile? Moi, la longue distance, premièrement, c'est le sentiment, je te répète peut-être depuis 3 jours, c'est tout le temps la même chose. Moi, j'ai un sentiment de liberté sur la route. J'ai pas personne derrière moi. Oui, il y a des patrons dans l'entreprise, oui, il y a des règles à respecter, mais tu sais, ils m'appelleront pas aux 10 secondes. Moi, je suis quelqu'un qui est très, très, très dans ma tête, qui va écouter ses podcasts, qui va parler au téléphone un peu, mais quand, au final, le soir, va se coucher, puis il y a le devoir, satisfaction du devoir accompli, là. Une certaine liberté. Et cette liberté-là est encore, et heureusement, est encore là, très présente dans notre industrie. Donc, une inclinaison naturelle pour ce métier-là, c'est être capable ou désirer un fort degré d'autonomie, Oui. même s'il y a des responsabilités importantes. Oui, pour moi, c'est important d'avoir ma propre autonomie dans ce que je fais. Là. Ça, c'est essentiel et primordial. Ça, c'est même une condition qui est non négociable. Puis, il y a des compagnies qui respectent ça énormément. Qu'est-ce qui est plus difficile, mais ça vient avec, puis il faut apprendre à composer avec ça? Ben, c'est tout ce que je savais pas. Moi, je suis un peu innocent, là, dans le fond, j'étais très naïf au départ. Là. Moi, je savais pas qu'un camion, ça brisait. Je savais pas qu'il y avait des tempêtes de neige. Je savais pas qu'il y avait des rendez-vous à respecter. Mais tu sais, je caricature énormément. Je savais rien, comment dit. Là. Mais en même temps, je savais tout.
Donc, j'ai appris à toutes les secondes que la vie m'a données, là, OK. en ayant tout vécu. Là. Tu vois. Est-ce que je peux t'amener ailleurs? Oui, J'ai ah une oui. question qui est plutôt... Là, voyons ça comme moi, là. Oui. Ma perspective face à un camion. Oui. Là, maintenant, je vis ça depuis un camion. Oui. Mais sinon, ma perspective du camion, c'est celle qui vit ou qui subit le camion. Soit de l'automobiliste, Oui. du cycliste, du piéton. Mais commençons par l'automobiliste. Oui. Qu'est-ce que moi, comme automobiliste, tu voudrais que moi, je sache quand je roule autour de camions? Moi, je vais te simplifier ça au plus strict minimum. Laissez-nous manœuvrer. Donnez-nous de l'espace. Puis, c'est un peu bête. Pas ne nous testez pas. Mais, regarde, on a un exemple, là, vous êtes à la radio, vous ne comprenez pas, mais... On voit un camion, un pick-up qui suit un camion de très, très proche. De trop près, exactement. Mais là, je vais te la poser la question. Il est à l'arrière. Hein? On s'imagine pas que... Tu sais, comme automobiliste, c'est un gros camion derrière toi. Ouais. C'est stressant, puis c'est même frustrant, mais c'est vraiment inconfortable. Ouais. Là, c'est la situation inverse. Pourquoi tu dis que ça, c'est pas correct? Parce qu'à la limite, le gros camion, lui, est pas en danger. Non, il n'est pas en danger, mais la personne derrière moi, je considère que c'est quelqu'un qui est... Ça, c'est probablement une conduite imprudente, tu vas me dire, là. Mais moi, en camion, si moindrement je freine là, pour... Écoute, je sais pas, il y a un enfant devant moi, tout simplement, un ballon de soccer, là. Premier réflexe, pas un orignal, je vais freiner. Là. Derrière, il s'encasse automatiquement dans mon derrière. Fait qu'en gros, c'est pas la peur pour toi, camion, c'est la peur vécue par empathie sur si lui me rentre dedans, Ouais. il n'y aura pas de chance. Tu sais, il y a des mauvais conducteurs d'automobiles, il y a des mauvais cyclistes, il y a des mauvais motocyclistes, il y a des mauvais camionneurs aussi. Tenez-vous loin d'un camion, point. Fait qu'on veut se laisser de la marge. C'est un peu la Exact. leçon Ça générale. prend moi, je pense que la journée où tout le monde va se laisser tranquille sur la route, des fatalités, il va peut-être en avoir moins. Mais je dis fatalité, ça peut arriver à... Des accidents. disons ça comme ça. Exactement, c'est en plein ça. Mais encore là, on se donne beaucoup de chance en gardant mes distances. Je vais te poser une question. Est-ce que dans les 3 derniers jours, tu as trouvé que ma conduite était correcte? Évalue-moi ça. Non, mais... Oui, mais là-dessus, puis c'est pas de la complaisance ou de la flagornerie. Ce que j'ai vu chez toi, puis à un moment donné, quand on conduit comme ça, ben moi, souvent, je vais te poser la question, Ouais. OK, pourquoi tu as freiné ici? Ou pourquoi tu as engagé le frein moteur? Ou pourquoi tu as voulu... Juste pour comprendre quel est le processus qui anime. Et beaucoup de tes réponses étaient, c'est pour me donner plus d'éventail si jamais il arrive telle chose. Ouais. Il y a tel camion, si lui doit freiner. Bref, c'est de l'anticipation. Ouais. Ce que je comprends, c'est que l'anticipation en camion, ça se traduit par j'ai besoin de me donner plus de mètres, dans le sens de plus de distance avant l'intersection, avant le prochain camion et autres. Exact. Moi, il y a la règle des 2 A. Il existe des AA. Moi, c'est l'attitude et l'anticipation. Donc, avoir une bonne attitude, c'est pas juste être poli, mais en fait, c'est au volant, l'attitude est très, très importante. Donc, attitude et anticipation, pour moi, c'est les 2 clés du succès comme camionneur. Tu as une bonne attitude, tu as une bonne anticipation. Techniquement, tu ne te retrouveras pas dans le livre des records d'accidents. Là. Ça OK. va bien se passer. Là. Dis-moi, Oui. puis là, peut-être que je vais marcher dans une grosse trappe à ours, mais Oui. cyclistes et piétons, parce que là, on fait du long cours, on les voit très peu, Oui. mais à un moment donné, ces camions-là, ils rentrent dans les villes. Oui. Qu'est-ce que moi, comme cycliste ou moi, comme piéton, je devrais savoir pour m'aider à m'aider? Ouais. En fait, je pense que qu'on soit camionneur ou automobiliste, notre part de responsabilité, c'est de faire en sorte que toi ou d'autres personnes, ben toi, mettons que tu es un cycliste, t'en es un, là, mais toi avec ton vélo, moi, je me sens très responsable de ta vie. Tu sais. Donc, Donc- c'est l'approche générale de c'est priorité aux plus vulnérables. Ouais. Le meilleur truc que je peux donner à un cycliste, un camionneur ou un automobiliste, s'il n'y a pas d'eye contact, fermez-moi Si on ne sait pas le parler les yeux dans les yeux. on peut pas ouvrir le feu. Comme la chanson de, je pense, Fabienne Thibault. Tu sais, s'il y a les yeux dans les yeux, si on se voit pas, il n'y a rien. Donc, si tu ne vois pas la personne qui est au volant d'un camion ou c'est pas une obligation de se regarder, mais au moins, toi, en tant que cycliste, tu vas savoir que moi, en tant que camionneur, je ne te vois pas. Donc, tiens-toi quand même loin. Tu sais, l'exemple du côté droit, c'est... C'est là, j'imagine, ça, il faut savoir que quand vous tournez,
ben là, il y a un rayon de braquage, surtout avec la remorque. Tu veux pas être là. C'est des zones où, si tu vas te mettre là, tu augmentes les chances d'un accident. Là. Tout est dans l'attitude et l'anticipation. Je te donne un exemple. On est coin Papineau et Saint-Joseph. OK? Oui, je vois Donc, très bien. Bon, parfait. Je suis sur Papineau, je dois tourner sur Saint-Joseph. Alors, j'ai un camion de livraison, je travaille pour Hervé Lemieux, exemple. Je me prépare à tourner à droite. Je vais devoir aller chercher beaucoup plus de côté gauche pour pouvoir tourner à droite pour, éviter d'arracher tout ce qui se passe parce que c'est pas notre Honda Civic, c'est un camion. Mais en tant que camionneur, moi, je me donne déjà l'espace pour laisser toute la voie de droite, le plus d'espace possible pour, tout ce qui est matériel, mais en même temps, avoir n'importe qui est là aussi. Là. Donc, moi, c'est l'exemple. À chaque fois là, que je vais avec quelqu'un, c'est tout le temps Papineau-Saint-Joseph, c'est très étroit, mais tu sais, il faut que tu donnes l'espace pour tourner. Donc, le piéton ici a aussi un rôle à jouer à essayer de prendre conscience de ce qu'il y a autour de lui. Exact. Puis si tout le monde se voit, ça aide. Ouais. Moi, j'ai appris ça là, en santé et sécurité, autour de la machinerie. Il faut que le chauffeur du véhicule le plus gros te voit dans les yeux. Sinon, on n'y arrivera jamais. Okay. Tout simplement, c'est une cause perdue d'avance. Puis au final, il y a tellement d'accidents. J'ai lu des rapports de coroner, là, je pense tout le temps à Yvon Garneau, je pense que c'est un coroner connu au Québec, qui a couvert certains accidents piétons ou cyclistes versus camions ou véhicules. Mais c'est juste ça tout le temps, à chaque fois. Dis-moi, là, tous les camions sont pas égaux entre eux. Ouais. Là, moi, je suis gâté, là, je suis dans un Mack Pioneer 2026. Oui, là, tu es dans la crème. Ma surprise, mon choc quand on est entré, c'est la taille du pare-brise qui est gigantesque. Et c'est pas un flat nose comme à l'européenne, mais le nez est vraiment là, dans une pente très, très, très abrupte. Ouais. Alors, j'ai l'impression que je vois presque en avant du camion. Là, là je vais m'avancer. Je pense. Volvo est européen, donc tout est là-bas. Volvo a acheté Mack ici en territoire américain. Le Mack n'a jamais été dans des camions comme dans lequel on est présentement. Le Pioneer, c'est quand même quelque chose de nouveau, très calqué sur le Volvo. C'est un modèle qui est très, très sensible à ça. Moi, là, j'ai conduit des Volvo très souvent, donc la baie vitrée qu'on a devant nous, là, des grandes baies vitrées comme ça, j'en ai connu. Mais aussi grande que ça, la dernière fois que j'ai conduit ça, c'est dans un Scania en Europe, en France, où on est complètement flat nose, mais c'est très à pic. J'ai jamais vu ça autant à pic que ça. C'est ça. On voit ça souvent dans les nouveaux autobus scolaires, là, un nez tellement à pic qui fait que tu as l'impression que tu peux voir très, très en avant du camion, versus là, les longs nez, là, exemple un Peterbilt, où là, tu es très loin. Oui, mais je pense que je te vois à une intersection traversée. Okay. Ben, toi, oui. Là, mais la règle reste la même. Regardez les yeux du chauffeur. Et est-ce que les chauffeurs, sois franc, là, on va mettre je mets ça sur vos épaules un peu. Est-ce que vous cherchez, si vous voyez un piéton qui pourrait passer à une intersection, on présume qu'il veut traverser, vous recherchez ses yeux pour essayer de voir, est-ce qu'on s'est vu? Moi, je vais être très franc avec toi. Moi, je regarde tout le temps, mais ça m'est probablement déjà arrivé de traverser puis prendre pour acquis qu'il n'y avait absolument personne. On est humain, hein? Donc, il y avait effectivement personne. Fait que tout le monde doit faire plus attention, mais je retiens la règle de 2 choses que je retiens. Les yeux dans les yeux. Oui. Ça va faire une belle chanson, ça. Puis se laisser de l'espace. Pas le choix. Bon, finalement, c'est des conseils de relations de couple que tu nous donnes. Oui. Oui, bien, en fait, c'est une conciliation. Tu sais, on dit conciliation travail-famille, conciliation dans le couple. Tous les deux doivent faire des efforts pour que la vie, en général, se passe bien. C'est la même chose. Et ce que je déplore un peu, on est chanceux au Québec, on en a parlé tantôt, on a quand même un DEP, c'est unique en Amérique du Nord, le DEP, le 615 heures. Mais, je sais pas, faudrait que je demande aux enfants à la maison, il y en a une qui tombe au secondaire cette année, l'année prochaine, j'ai hâte de voir, mais je pense que dans certains États américains, on comprend mieux les enjeux du camionnage très jeune. Je pense que c'est culturel. Parce qu'on est peut-être plus exposé à ça. Oui. Mais moi, je pense que ça devrait être enseigné, c'est-à-dire, oui, il y a des cours de conduite, mais même à l'école, il devrait y avoir certains, je sais pas si ça existe des cours d'économie familiale ou des enjeux. Tu vois, là-dessus, c'est une des nouvelles réalités. Le Québec s'urbanise de plus en plus. Alors moi, je viens du monde rural. Avec des gros camions, c'était mon quotidien. C'est normal. Alors, tu apprends ça très jeune. En ville, peut-être moins. Mais tu sais qu'il est rendu avec 3 méga salons du vélo au Québec. Un à Gatineau, un à Montréal et un à Québec. Typiquement, là, février, mars, avril, dans ce coin-là. Puis,
je pense que ce serait intéressant que le monde du camionnage soit plus présent là Ben, moi, pour je lance la éduquer. Là. OK, ben je le dis là, on est à la radio, à plusieurs stations au Québec, ben j'ouvre le canal de communication là parce que nous, c'est sûr et certain que si des gens comme Vélo Québec, peu importe qui dans ce domaine-là, parce qu'il y a déjà eu des approches, il y a déjà eu des excellents débats à la radio, c'est sûr que nous, si on nous appelle, on est les premiers à se déplacer là parce que peu importe la manière que ça va se faire, le message va passer quand même. Et je pense qu'on est au-delà du conflit cycliste, automobiliste, cycliste, camionnage. Je parlais avec Xavier Robidoux des électrons libres. Je pense qu'on est vraiment rendu à un canal qui est très ouvert, puis il n'y a plus personne qui veut mourir. Là. Non, puis l'idée, c'est de se mettre dans la peau de l'autre. Tu vois, quand ils font les tests pour apprendre à conduire aux chauffeurs d'autobus de ville, ben, ils doivent chacun à leur tour s'installer sur un vélo. Puis là, il y a quelqu'un qui passe à côté d'eux. Donc, ils comprennent un peu comment tu te sens quand un poids lourd, un autobus ou un poids lourd passe près de toi pour sensibiliser à combien ça compte de te donner de la place. Il y a un braquage qui est différent que les autres. Puis l'idée, c'est, des fois, tu entends ça, mais je n'y ai pas touché. Oui, mais si j'avais qui voudrait vivre ça, de penser que peut-être tu aurais pu être touché. Fait qu'on va se donner de la marge, on va retenir ça comme truc. Ici, je lui pose une dernière avant-dernière question. Qu'est-ce qu'il retient de ce voyage dans le nord de l'Ontario? Entre Montréal et Dryden, Ontario. En gros, il y a beaucoup de choses. Je pense que le monde du camionnage est infiniment plus sophistiqué qu'on l'imagine. Tant dans les gens qui sont derrière les camions, c'est des gens maintenant qui occupent des responsabilités importantes. On n'a pas idée de la technologie qu'il y a à bord des camions pour documenter la vitesse, le type de pilotage ou le type de conduite, la cargaison, la sécurité. Il y a une professionnalisation importante de ça, de voir combien le camionnage, c'est vraiment l'essence même du fonctionnement de notre économie moderne, de voir combien nos infrastructures routières, surtout transcanadiennes, ne sont pas du tout à niveau, particulièrement dans le coin de l'Ontario. Il y a tellement de choses qu'il va falloir que je détricote tranquillement, qu'il y a beaucoup d'entreprises très locales. Tu sais, on dit toujours qu'il faudrait avoir des champions locaux. Dans le camionnage, on en a beaucoup, là. Des entreprises très importantes, locales, souvent familiales. Puis je pense que on ne prend pas conscience à quel point c'est quelque chose qui est essentiel, c'est le catalyseur de nos PME. Le Québec, c'est une boîte de PME. Tu n'as pas le camionnage, ben, on assèche toutes nos entreprises, tous nos commerces. Il y a plein d'autres choses, mais je dirais que, tu sais, il y a 3 boîtes, là, ben là, je commence à savoir ce que je sais pas. C'est le début. Dernière question, il y en avait une dernière, c'est la vraie. Est-ce que ton comportement en tant qu'automobiliste va changer devant un camion? Beaucoup. Je pense que j'étais pas si mal. À cause de mon passé très rural, mais laisser de l'espace davantage. Moi, ça me sécurise, puis ça vous sécurise aussi. Alors ça, oui, ça va être dans mon comportement, là, puis je pense que je vais en parler autour de moi quand je conduis avec ma famille en voiture. Je vais expliquer pourquoi je vais pas faire ce dépassement-là. Ici, je trouve qu'il n'y a pas assez de place. Pourquoi est-ce que je laisse plus de distance, même à l'arrière? Ça, c'est des choses qui doivent être expliquées par osmose. OK. Est-ce qu'on se donne rendez-vous à l'automne pour un tome 2? Absolument. Ça va être les États-Unis. Tu connais un peu les États-Unis? C'est le pays au sud, hein? Oui, exact. On pourrait essayer durant les c'est pas les prix. C'est les midterms. Oui, les midterms dans 6 mois ou à peu près. Là, on va voir. OK. Ben, merci, Guillaume. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir écouté. On se revoit bientôt. Puis, si jamais vous voulez faire une ride en truck, il existe près de 52 000 camionneurs. Il y en a d'autres aussi qui sont sûrement... Puis, appelez-moi sinon, ça va me faire plaisir. Puis, je vais vous en trouver d'autres camionneurs qui sont aussi passionnés que moi. Fait que merci beaucoup tout le monde. Bye bye.